Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 2 des Autodafeurs de Marine Carteron. Ma sœur est une artiste de guerre, c'est paru chez Le Rouergue dans la collection Dos à Dos. Je vous parlerai ensuite de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. C'est le premier tome d'un diptyque. C'est paru chez les éditions Scrinéo. On continuera avec La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, paru chez Pocket. On enchaînera avec Une armée à moi seule de Anthony Combrexel, paru chez 404 éditions. Je vous parlerai du tome 2 de Capitale du Nord, Mort au jet de Claire Duvivier, paru chez les éditions Aux Forges de Vulcain. Et on terminera avec un e-book avec Terre de Karina Rosenfeld, paru chez Syros. Allez, on commence avec ce tome 2 des Autodafeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon avis du tome 1. Je l'avais découvert lors du challenge 200 pages par jour. J'ai eu la chance de pouvoir emprunter ce tome 2 à la bibliothèque. J'ai d'ailleurs le tome 3 à lire. Et je vous parle rapidement de ce tome 2 parce que sinon je vous spoil le tome 1. Mais en gros, nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Auguste et Césarine, tous deux sont fils et fille d'un homme qui vient d'être tué dans un accident de voiture. Ils découvrent qu'ils sont les héritiers, on va dire, qu'ils sont issus d'une famille qui appartient à la confrérie et dont le but est de protéger la culture, de protéger les livres des Autodafeurs, une autre société secrète qui cherche par tous les moyens à détruire tout ça. Donc voilà, dans le premier tome, c'était vraiment la découverte de ce secret, des ennemis potentiels. Et là, on a bien ciblé les ennemis. Et on va continuer à suivre Auguste. Et Césarine va prendre une importance un petit peu plus folle dans cette aventure. Césarine, c'est la petite gamine de 7 ans qui est autiste. Alors, dans sa famille, on dit qu'elle est artiste. Elle découvre l'ouvrage de Sun Tzu et elle va appliquer ses préceptes. Et j'aime beaucoup cette saga, vraiment du fait d'avoir Césarine qui est autiste, qui ne connaît pas le second degré, qui prend tout au pied de la lettre, qui nous fait remarquer que finalement on parle beaucoup par image et qu'elle, elle comprend rien, elle prend vraiment tout au premier degré. Et c'est hyper drôle, j'aime beaucoup Césarine. Et en même temps, dans ce second tome, il y a un côté beaucoup plus noir, beaucoup plus glauque par rapport à elle. Le fait qu'elle ne comprenne pas les sentiments, qu'elle ait une amie qui, elle, est trisomique 21, qui est trisomique, qui sourit à la vie, qui est toujours heureuse, Césarine commence à prendre un petit peu conscience de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est être heureux, de ce qu'est être malheureux. Voilà, il y a toutes ces particularités autour de son personnage que j'aime beaucoup, qui font la richesse de cet univers. Alors oui, on continue à avancer un petit peu dans la découverte des plans des Autodafeurs pour détruire un petit peu tout. On découvre aussi les plans de Auguste, Césarine et des autres, parce qu'il y a quand même des adultes dans l'histoire, pour déjouer ces plans. Bref, ça avance super bien et j'ai hâte de lire le tome 3. Une autre saga que j'ai hâte de continuer, il s'agit du nouveau roman de Aurélie Wellenstein. Chaque année, c'est un petit peu le livre que j'attends avec grande impatience. Là, je suis très contente de retrouver une saga. Vous savez combien j'aime les sagas, donc voilà, une saga de fantasy. Et encore une fois, Aurélie Wellenstein arrive à faire quelque chose d'hyper original. Un univers, mais dingue. Voilà, je suis admirative de son boulot. À chaque roman, elle nous pond un truc jamais vu. L'année dernière, c'était Le désert des couleurs. C'était très beau, c'était très onirique, c'était lumineux comme roman. Et là, on retombe un petit peu dans ces travers un peu plus glauques, je dois bien l'avouer, mais tellement original. On est dans un univers où les tarantas sont arrivés, les araignées qui tissent des toiles, autant des toiles physiques que l'on peut voir dans les chemins, autant des toiles invisibles puisqu'elles les tissent dans l'esprit des gens et elles prennent possession des gens. Et voilà, c'est une
une épidémie qui sévit et qui fait des ravages dans cet univers-là. Et on va suivre 3 personnages. Il y a Sullivan, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un homme, qui est un ancien soldat, qui va découvrir son fils emprisonné par des toiles d'araignée dans l'œil d'un cerf. Ce cerf est assez particulier puisqu'il est grand et il a surtout ses bois comme des épées. Voilà, déjà on se dit c'est particulier. Après nous avons Cillian, toujours pareil, qui est un jeune garçon qui lui va découvrir dans une demeure abandonnée un casque en forme de tête de loup qu'il va enfiler et en fait il va se rendre compte qu'il va être possédé par un loup. Il va entendre dans sa tête une voix et ce casque de loup lui interdit d'enlever son casque, sinon il va tuer les gens qui sont à proximité. Donc Cillian est possédé et il est prisonnier. Il va être poursuivi pour cette particularité d'avoir ce loup qui l'héberge. Et enfin nous allons suivre Erin qui elle normalement n'a rien de particulier, c'est simplement qu'elle a la malchance d'être une fille de Taranta, c'est-à-dire que sa mère a été accusée d'être une Taranta et a été tuée pour ça. Voilà, on a déjà 2 personnages qui vont être poursuivis, qui vont être chassés, qui vont devoir leur survie à pas grand chose et à eux-mêmes surtout. Et on va avoir Sullivan qui lui est un peu dans le même cas puisque lui il cherche simplement à libérer son fils de cette toile d'araignée dans l'œil du cerf. Et il va rencontrer la route de ses 2 enfants et qu'il va prendre sous son aile et qu'il va aider en pensant que, eh bien, une fille de Taranta pourrait potentiellement l'aider à enlever cette malédiction. Bref, voilà. Un univers quand même assez particulier, hein. Vous avouerez que vous n'avez pas vu un univers pareil dans beaucoup de romans. Donc j'étais trop contente de me plonger là-dedans. Encore une fois, c'est hyper addictif. J'adore, et puis les personnages sont très bien construits parce qu'on s'attache, on comprend toute la problématique autour de ces jeunes, autour de Sullivan. Sullivan est assez, finalement, est assez attachant, attendrissant parce que, voilà, pour lui, sa vie c'est son fils et de le savoir prisonnier de ces toiles d'araignée, bref, alors qu'il le pensait meurt, bref, voilà, c'est quelque chose, voilà, ça remue quelque chose en nous. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment très bien construits et j'ai très hâte de savoir la suite puisque c'est que le premier tome et le second tome devrait paraître bientôt. Et donc le second tome paraîtra en février 2023 avec cette très belle couverture d'Aurélien Polis, encore une fois, qui ne représente plus un cerf mais plutôt un tigre. Bref, voilà, je vous conseille cette saga de romans fantasy parce que elle est originale, il y a des personnages hyper forts et puis les poursuivants derrière ont aussi une histoire à raconter. On continue sur quelque chose de beaucoup plus léger puisque j'ai lu La petite boulangerie du bout du monde. C'est un roman contemporain. Oui, vous n'en voyez pas beaucoup passer sur la chaîne, mais bon, on me l'a prêté, alors j'essaye de faire en sorte de le rendre assez rapidement. Coucou Adeline. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Polly qui quitte Plymouth, sa ville à la suite d'une faillite. Elle avait monté son entreprise avec son petit ami, son fiancé. Ils ont fait faillite, voilà, leur entreprise a complètement coulé, leur couple avec, et donc elle se voit un petit peu démunie, il faut qu'ils déménagent, qu'ils vendent l'appartement, et elle décide de tout plaquer et d'aller s'installer sur une petite île, qui n'est pas vraiment une île, en fait elle est quand même reliée au continent par un chemin, une route, sauf que cette route est immergée la plupart du temps avec les marées. Et donc voilà, cette petite île qui vit de la pêche et qui n'a pas grand chose sur place. Il y a une boulangerie qui est exécrable. Voilà, la patronne fait livrer des trucs industriels, bref. Et Polly, son truc, c'est le pain. Voilà, le truc qui la rend joyeuse, qui fait qu'elle est heureuse, qui
qui lui fait oublier tous ses tracas, c'est fabriquer des petits pains, fabriquer des petites viennoiseries, etc. Et elle le fait pour elle-même. Et puis au fur et à mesure, elle se rend compte que dans ce village, il y a quand même une grosse demande hein, de pâtisserie et de pain. Et voilà, de fil en aiguille, elle va monter un petit peu sa petite boulangerie. Et c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est des instants de vie. Elle va se lier d'amitié avec les personnes de cette île-là. Elle va comprendre un petit peu ce qu'ils ont vécu. Il y a toute une histoire par rapport à la pêche et ce métier qui est assez dangereux. Bref, voilà, ce sont des petits moments de vie qui étaient sympas à lire. Après, c'est pas le roman du siècle, hein, mais bon, j'ai passé un bon moment. C'était rapide, c'était sympa, donc je lirai la suite puisque j'ai la suite. Allez, on va parler de cette grosse bricasse. C'est un roman d'Anthony Combrexel. Je le suis depuis qu'il a gagné le prix 404 Factory, donc depuis presque minuit. J'ai lu presque minuit, j'ai lu Au crépuscule, j'ai lu Ordo, et maintenant ce 4e livre. Et je trouve qu'il y a un petit côté Aurélie Wellenstein dans le fait qu'il arrive toujours à nous créer quelque chose de différent et de pas forcément vu ailleurs, même si je vous avoue qu'après ce livre, j'ai commencé une autre lecture qui parle un petit peu de cette thématique-là, donc je me suis dit, oula, j'en enchaîne deux, c'est assez étrange. Bref, on va être dans ce roman avec Cléo Constanza qui a 19 ans et qui va faire un petit boulot de babysitting. Et il va se passer un truc assez étrange ce soir-là. Elle va, en rentrant de ce babysitting, elle va se faire poursuivre par un gars, se faire agresser. Un gars qui sort une arme et qui va essayer de l'agresser pour échapper à son poursuivant. Elle va limite se jeter sur une route passante avec des voitures. Et en fait, son poursuivant va disparaître, comme si c'était un fantôme. Et elle n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui arrive. Elle va voir arriver 3 femmes qui lui ressemblent, mais trait pour trait, mais à différents âges. Une fillette, une dame d'une 40aine d'années et une vieille femme, vraiment similaire à elle. Et je vous dis, elle n'a pas le temps de demander quoi que ce soit, de réaliser quoi que ce soit, qu'elle se fait elle-même écrasée et qu'elle meurt. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous laisser découvrir cette histoire parce que c'est assez particulier. Vous allez comprendre après qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que cette simple histoire. On a des réponses, on comprend ce que sont ces manifestations un peu fantomatiques qui tournent autour de Cléo. On va comprendre pourquoi ces femmes ont la même apparence que Cléo. On va comprendre qui est Cléo et on va apprendre en même temps qu'elle toute cette histoire fantastique, super originale. On est en plusieurs étapes. On a cette première étape de découverte. On a une seconde étape où on va partir dans un voyage. On va partir ailleurs pour découvrir encore plus, découvrir les origines de toute cette histoire. Et la mythologie était assez fouillée. Moi j'ai pris grand plaisir à lire ce roman parce que c'est rare vraiment que je trouve une telle mythologie, que je retrouve un tel développement. Donc j'ai passé un plutôt bon moment avec ce roman. Alors il y a quelques petits tics de l'auteur que je n'avais pas remarqué dans ses autres ouvrages, que je remarque ici. Mais en fait, il se concentre énormément sur l'âge des personnes et utilise des périphrases, très souvent. Si vous voulez, dans ce roman, on doit avoir beaucoup de phrases, beaucoup de fois la quadragénaire ou la quadra. Voilà. Voilà. je ne sais pas pourquoi, mais spécifiquement dans ce roman, c'est très prononcé. On définit les personnages par leur âge. Donc la quadra, ça revient continuellement. Alors c'est un tic de langage, c'est quelque chose qui est utilisé. Oui, au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Parce que je vous dis, il doit y en avoir mais 70 fois, hein, la quadragénaire.
Mais voilà, après ça entache pas le roman, hein, on s'y fait. Mais c'est vrai que comme ça revient, ça reste un peu redondant. Mais bon, à part ça, ça ne m'a pas gâché la lecture. J'ai trouvé vraiment cette histoire très originale et j'ai passé un très bon moment. On va continuer sur une suite de saga avec Mort au jet. Et cette saga est pour moi inclassable. C'est une sorte d'ovni. C'est pas un roman dont j'ai l'habitude de lire. Moi, généralement, dans mes romans de fantasy ou dans mes romans de SFFF, ça va à toute allure, il se passe tellement de choses, ça bam dans tous les sens. Et en fait, non, c'est différent. Pour cette saga, pour Capitale du Sud ou Capitale du Nord, on est dans quelque chose de plus lent, une ambiance particulière, et c'est surtout grâce à la plume des auteurs. Donc là, ici pour Claire Duvivier, on a une justesse dans les mots, on a une sorte de poésie, on a quelque chose qui est fluide et qui est beau à lire. Franchement, je me surprends à lire les phrases et à prendre du plaisir à lire les phrases. Donc écoutez, c'est un tome 2, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en dire, mais on est ici dans Capitale du Nord, dans la ville de Dehaven, où on suit différentes familles de nobles, donc les De Vautier, les Van Esquil, et dans le tome 1, il se passe un événement mais qui a dû choquer beaucoup de lecteurs à la fin du tome 1. Et là on rebondit un petit peu sur ces événements, on continue à suivre Amalia, qui est aux prises avec ces événements, ces événements ont bouleversé sa vie. Oui, je vais arrêter de dire événements à un moment. Mais bref, on est dans la continuité du tome 1 et j'aime beaucoup cette saga. Comme je vous l'ai dit, je prends plaisir à lire les descriptions, l'avancement des faits, même si ça avance pas très rapidement, même si ça explose pas dans tous les sens. On est quand même dans quelque chose qui commence à venir, une sorte de révolution populaire, le pouvoir en place qui commence à tomber, et moi j'aime bien ce genre de choses. Donc voilà, c'est une société, on est un peu moins comme dans Capitale du Sud avec quelque chose, une ville qui prend de l'ampleur. Là ça s'attache plus aux personnages, je trouve, et les personnages grandissent, et les personnages, il leur arrive des choses terribles. Et j'aime beaucoup cette fin de tome qui est beaucoup moins tragique que le tome 1, mais qui me fait dire que on arrive sur la fin et que les deux univers de Capitale du Sud et Capitale du Nord vont fusionner. Et ça, je n'attends que ça. J'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de voir les personnages se rencontrer et savoir où tout ça va mener, où tout ça va arriver. Et en toile de fond, on a le jeu de la tour de garde qui est plutôt bien développé dans ce tome 2, voilà, qui va aider Amalia à survivre, à se refaire un petit peu une santé au niveau de l'argent, à lier son destin avec son meilleur ami, Jonas. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette saga. Ne vous attendez pas à quelque chose qui va, comme je vous l'ai dit, exploser, mais c'est tout en douceur, c'est tout en délicatesse, et ça me plaît. Et enfin, on va terminer avec Terre de Karina Rosenfeld, que j'ai lu en e-book puisque c'était un livre du PLIB 2022. Il était dans les présélectionnés, je ne sais plus jusqu'où il est arrivé, il devait peut-être être dans les 80, mais pas plus. Bref, j'ai lu ce roman parce que c'est Karina Rosenfeld, j'aime beaucoup cette autrice, et puis on parlait de monde parallèle. Mine de rien, on va suivre. Quel est son prénom? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Nous allons suivre une jeune femme qui a été créée génétiquement pour trouver une nouvelle terre à son humanité. Elle vit sur une planète, sur la Terre, qui a été envahie par d'autres humains venant d'une terre différente. Donc cette jeune femme part en quête. Ils ont réussi à récupérer la technologie de leur envahisseur pour se l'approprier, pour faire partir cette jeune femme, et elle va aller de terre en terre pour trouver une nouvelle terre pour accueillir son humanité. Et donc cette jeune femme va partir en quête, et donc on va la suivre dans ses aventures, Terre 1, Terre 2, Terre 3, Terre 4, etc., etc., ainsi de suite. J'ai bien aimé.
c'est simplement que c'était assez redondant. Parce que si vous voulez, Terre 1, Terre 2, Terre 3, on retrouve un peu le même format. Hein, voilà, les humains détruisent tout, c'est l'apocalypse. Il y a eu une guerre nucléaire, il y a eu une guerre... Voilà. Bon, en même temps, c'est plutôt réaliste, ça se pourrait. On arrive à peu près à la moitié du roman, où là, on trouve une Terre différente, et où ça commence un petit peu sortir de l'ordinaire. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, bon, c'est un roman de SFFF qui est plutôt agréable à lire, qui va très vite, qui est pas très long. Donc pour une première approche par rapport aux univers parallèles, je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que moi j'ai trouvé cette redondance et il y aurait pu avoir plus de diversité dans les terres. Le but de cette femme, c'est de trouver une terre qui puisse accueillir son humanité, mais sans en déranger une autre. Donc elle cherche quelque chose d'impossible, c'est-à-dire une terre qui n'a pas été colonisée, où il n'y a pas de vie. Bref, je ne vous dévoilerai pas la fin, mais c'était sympa. Une bonne plongée dans les univers parallèles. Après, je dois bien avouer que ça ne va pas me rester très longtemps en tête. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ces 6 romans. J'ai pas été hyper rapide, je vois le temps, j'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Mais ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un point lecture, hein, pour ma défense. J'espère ne pas attendre trop longtemps avant de vous reparler bouquin. Et puis bah écoutez, en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. N'oubliez pas les commentaires, allez-y, dites-moi si un de ces livres vous tente, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, dites-moi tout. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes lectures.